nationalité. Une fois qu'on est là, on a fait venir ses enfants, ou bien qu'on a fait des enfants, on est là, on travaille, on paye, on cotise, on participe à l'effort national à travers l'impôt. Parce que l'impôt, c'est cela. L'impôt, ce n'est pas que l'impôt sur le revenu. L'impôt, c'est toute forme de taxe qui est débitée sur vos revenus par l'État. Ça peut être en achetant une baguette, ça peut être en achetant ça. J'ai payé une TVA, j'ai participé. Donc je paye. Dans tout ce qu'on fait, on paye. Quand on prend le métro, on paye. On paye de l'impôt. Mais l'impôt qui les intéresse, c'est l'impôt qui va participer au budget de l'État directement. Les taxes, par exemple, audiovisuelles, la taxe d'habitation, qui participe au fonctionnement des institutions et des organisations qui sont ici en France, en l'occurrence les collectivités territoriales. Donc si vous participez à cet effort national et que vous êtes intégré dans le tissu français, je parle bien d'intégrer, pas d'acculturer, donc assimiler. On va revenir sur ce mot assimiler. Vous pouvez acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique. Ça veut dire quoi? On peut demander la nationalité par une autre forme parce qu'on est marié à un conjoint français, on a vécu ensemble de manière affective et effective. Pendant 4 ans, vous pouvez demander la nationalité. C'est une naturalisation, mais c'est plus fort. C'est une forme déclarative. L'acquisition se fait par la déclaration. On peut l'acquérir parce qu'on l'a déjà eu, on a répudié la nationalité, on a quitté le pays, on est né sur un territoire qui fut sous souveraineté française. Et du fait de l'effet collectif de l'indépendance, on a perdu sa nationalité, on peut la recouvrer quand on est ici en France, ce qu'on appelle la réintégration. Donc ça, c'est différentes voies pour avoir la nationalité française. La voie qui nous intéresse, c'est celle qui intéresse la majeure partie des étrangers qui veulent s'intégrer, c'est l'acquisition par décision de l'autorité publique qu'on appelle classiquement naturalisation. Il y a des conditions de droit, il y a des conditions de fait, on va les aborder. Par rapport aux conditions de fait, il faut avoir des revenus suffisants. Il faut montrer qu'on travaille. Ils n'aiment pas naturaliser les paresseux, entre guillemets. Ça veut dire les gens qui veulent vivre des minima sociaux. Avant, c'était laxiste, ils faisaient n'importe quoi. Maintenant, les personnes qui sont abonnées, et exclusivement, je ne dis pas parce que c'est des droits, le système donne des droits, il faut en profiter si on répond aux critères. Mais il y a des gens qui, sciemment, je parle en connaissance de cause, au temps où c'était RMI, revenu minimum d'insertion, ce n'était pas RSA, les vieux que je voyais dans les foyers que j'aidais, ils vivaient avec ce système-là. On remplit les conditions, après je dois aller au pays. Je viens, on me récapitule tout, j'ai 3 000 €, je prends une deuxième femme, je vais au pays. Ainsi de suite, il y a aussi qui faisait ça, on lui donne encore troisième femme. Il faisait que ça, et l'administration française était laxiste. Il faut le dire, il y avait du laxisme. Il y a des gens même qui vous laissaient un papier, vous devez signer. Après, on m'envoie ce document, c'est pour moi RMI. Après, vous me le donnez. Là, ce n'est plus possible, vous savez, avec le système RSA, c'est contraignant. Même si on veut tricher, on n'a pas beaucoup de moyens de tricher. Et même la tricherie ne vous aidera pas si vous voulez naturaliser. Parce que vous allez vous piéger vous-même. On va vous demander de prouver vos moyens de subsistance. Il faut, sur une période de référence de 12 mois, prouver que vous avez des moyens de subsistance par vous-même. Ça, c'est très important. Pendant 12 mois, les 12 mois qui précèdent la demande de naturalisation, vous devez prouver que vous avez de l'argent pour vivre de vous-même et de ne pas dépendre des minima sociaux. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit des minima sociaux. Par contre, il faudra retenir que la somme que vous gagnez au titre du droit au chômage, vos salaires. Ça veut dire que si vous avez été au chômage pendant 13 mois, 14 mois, n'hésitez pas. Il y a des gens qui me disent, oui, j'ai besoin d'avoir un travail alors qu'ils sont au chômage. Le chômage, vos salaires en vue de la naturalisation. Donc, si vous avez un refus en ajournement parce que vous êtes au chômage, ce n'est pas normal. C'est très clair là-dessus. Et vous n'avez même pas à attendre parce que c'est de l'argent. Vous avez participé au système. C'est un système de cotisation globale. C'est un salaire qu'il faut le concevoir. Et ce n'est pas un don. Le droit au chômage qu'on vous donne, ce n'est pas un don. Dans la mesure où même, c'est contingenté dans son volume et dans le temps. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à faire votre demande de naturalisation. Le propos, c'était de vous dire que vous devez avoir des moyens de subsistance globalement. Vous devez aussi être de bonne vie et mœurs. Ne pas faire l'objet de condamnations dégradantes ou informantes. Ça veut dire que de peines de prison ou bien de peines privatives de liberté, comme on vous prive de droit de vote et ainsi de suite. Ça veut dire que vous avez commis, au-delà d'infractions de premier degré, vous avez commis des délits assez graves. Si c'est le cas, et que vous avez vu que vous avez des peines accessoires qui vous empêchent de jouir de votre civilité, il faudra prendre le soin de demander à ce que ce soit enlevé d'abord. Sinon, on va vous dire que monsieur, vous faites l'objet de condamnation. Autrement dit, ça veut dire que vous n'avez pas de bonne vie et mœurs. On ne peut pas vous naturaliser. Mais mieux encore, j'ai vu un refus, pour moi c'était un peu exagéré. La personne a eu un problème avec un policier, qui l'a accusé d'outrage, parce que le policier l'a tutoyé, il a tutoyé. Il lui a dit, pourquoi vous me tutoyez? Il lui dit, parce que vous m'avez tutoyé. Outrage. Et de là, il fait une demande de nationalité, comme ça a été mentionné quelque part, lui dit, vous avez fait l'objet d'outrage à une personne détentrice de l'autorité publique. Et donc, ajournement. J'ai fait le recours. Parce que ce qu'on lui reproche déjà n'était pas très grave, mais encore,
il n'est pas avéré, c'est juste parole contre parole. Le recours a marché, on s'est appuyé sur les antécédents. C'est une personne qui n'a jamais eu d'antécédents ici, même pas de PV. Or, la probabilité, quand on prend 10 Africains qui ont fait 20 ans en France, qui est au moins 80% qui ont eu à sauter dans un métro, elle est trop forte, cette probabilité. Entre nous, on le reconnaît, on est d'accord. Je ne donne pas de discrédit. Je vois carrément, quand je vais dans le métro, que je dis à un ami, il y a les contrôleurs à la défense. On parie. Sur les 5 là qui sont là-bas, au moins il y a 3 qui seront de nos frères et sœurs. Et on me dit, ah bon, on parie. Il me dit, si je gagne, il me dit, bah, pourquoi tu fais comme ça, en tant qu'Africain, tu parles comme ça. Les 5, j'ai dit les 3 étaient des Africains. Mais c'était il y a quelques années. Voilà, maintenant, je pense avec le système un peu globalisé donc, des transports, les gens prennent de plus en plus les titres de transport. C'est pour dire qu'il ne faut pas s'abonner à ça, à frauder si on veut acquérir la nationalité française. Il ne faut pas s'abonner à ça. Ces petits micmacs ne servent plus, à la fois pour le travail que pour les petites infractions, ça peut se retourner contre vous. Pareil, le fait de conduire, par exemple, sans permis, il est arrivé, il y a quelqu'un que je accompagne à ce moment, on lui a reproché de conduire sans permis. Mais il avait un permis sénégalais. Lui, il dit que dans sa tête, d'après les conventions qui existent entre la France et le Sénégal, on peut conduire avec ce permis. C'est un fait, on peut conduire. Mais pendant un temps, et à condition d'être en situation régulière. Il faut prendre la précaution, d'après la convention, de muter son permis sénégalais en permis français. Il ne l'a pas fait pendant des années. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Et de ce fait, on l'a contrôlé. Or, quand on est livreur, la probabilité d'être contrôlé, elle est forte. Il a été plusieurs fois contrôlé, il continue. Mais lui, il dit, j'avais besoin de ça, je ne pouvais pas arrêter. Et c'est l'objet de son ajournement. On est en train de faire le recours, parce que c'est quelqu'un qui s'est quand même débrouillé. Je l'ai aidé depuis longtemps à faire des cours de français pour s'intégrer, pour les papiers, à faire, je l'ai formé, j'avais une mission de naturalisation avec le gouvernement Sarkozy, il était parmi les gens qui sont venus me voir. J'ai fait une attestation qu'il a bénéficié de cette formation aux valeurs de la République française et à la connaissance de l'histoire de la France. Il a bénéficié de ça, et c'est depuis longtemps on peut montrer que sa volonté d'intégration, elle est avérée. Le seul fait qu'il y ait ce petit incident-là ne devrait pas constituer un motif valable pour rejeter sa demande et que ce refus était disproportionné. Donc effectivement, il faudra être très vigilant sur le respect de la réglementation en ce qui vous concerne pour pouvoir être naturalisé. Ça, c'est une condition sine qua non. Maintenant, une fois que vous êtes éligible à la naturalisation, il faudra que vous prouviez que vous êtes assimilé à la communauté culturelle et linguistique en France. Il y a des conditions avant de pouvoir demander votre nationalité. Il faut avoir vécu 5 ans en France. On prouve que, avec 5 ans, on respecte les codes, on connaît les us et coutumes de la France, on connaît plus ou moins les valeurs républicaines de la France, et ainsi de suite. Et avec ça, on peut demander la nationalité française. Néanmoins, il y a des dérogations. 5 ans, c'est le principe. Il y a des dérogations en fonction de l'origine. Si, par exemple, on est étranger, ayant fait des études supérieures, ici en France, validées par un bac plus 2, cette condition de stage est ramenée à 2 ans. Mieux encore, si on est étranger, ivoirien, s'il vous plaît pour la porte. Mieux encore, si on est étranger, originaire d'un pays francophone, comme le Cameroun, qui a au moins une des langues officielles, je cite le Cameroun parce qu'il peut y avoir un pays avec des langues officielles, qui a au moins le français comme langue officielle, et qu'on a été scolarisé au moins pendant 5 ans en français, ça s'appelle l'école primaire. Il n'y a pas de condition de stage. Ça veut dire qu'automatiquement, on peut demander la nationalité française. Or, combien de Camerounais, d'Ivoiriens, de Sénégalais qui remplissent cette condition, qui ont fait l'école primaire, et qui sont d'un pays qui a le français comme langue officielle. Et on leur dit qu'il faut attendre 5 ans. Il faut, en droit des étrangers, à la fois maîtriser les règles générales et le droit spécial. Et en droit, le spécial l'emporte sur le général. Quelqu'un qui vous conseille sur le général, il vous a mal conseillé. Il vous dit des choses qui sont valables pour une Guinée, alors que ce n'est pas valable pour Seydou. Ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut bien aller à la bonne information, là où il y a la vraie information. Dans ce domaine, c'est technique, c'est précis, il n'y a pas de l'à peu près. Je donne l'exemple de quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui a fait là-bas 5 ans à l'école primaire, qui est venu ici. Ce monsieur n'a pas besoin, s'il a travaillé pendant 12 mois, il n'a pas besoin d'attendre les 5 ans ni les 2 ans. Il peut automatiquement demander la nationalité française parce que c'est une exception faite par la France pour faire un clin d'œil à ses anciennes colonies avec qui elle a une attache forte au niveau culturel et linguistique. Donc si vous en faites partie, ce qui est le cas pour la majeure partie d'entre vous, il faut en profiter automatiquement. C'est une condition. Il faut aussi avoir un bon niveau de français. Avant, ce niveau était apprécié comme ça, ce n'était pas légiféré. Maintenant, c'est légiféré. Avoir au moins un niveau une connaissance de la langue française de niveau B1. Ça veut dire qu'il faut faire une formation. Vous devez faire une formation si vous n'avez pas ce niveau-là. Néanmoins, il y a des exceptions. Je donne un exemple où un ami que je connaissais
à Rennes qui a un niveau doctorat, on lui a demandé de faire la formation de niveau linguistique. C'est frustrant, il a retiré son dossier. Il a carrément retiré. Il dit que non, la personne qui est en face de moi, je parle la langue de Montréal, mieux qu'elle, et de loin. Et il me demande d'aller faire une formation à une association. L'association, la personne qui devait former, cette personne était d'origine étrangère et parlait pratiquement même mal le français. C'était ridicule. C'est des aberrations de la loi. Et il a boudé. Je dis quand même, on va écrire au préfet pour demander est-ce que c'est normal. Moi, j'ai écrit au préfet. Disons que j'ai été chargé de naturalisation. J'ai formé plus de 500 personnes avec une mission qui m'a été confiée par le ministre Éric Besson et Brice Hortefeux au temps du ministère de l'Immigration et de l'International. Je dis que voilà vos critères, la volonté d'intégration. Vous ne pouvez pas avoir meilleur pour cette personne. Est-ce que cette aberration juridique et l'appréhension au niveau local de la préfecture pour demander à cette personne qui a un doctorat de faire un test pour montrer qu'il y a un niveau de brevet, est-ce que c'est logique? Il a retiré, effectivement, ils ont répondu assez longuement et lui ont demandé de ramener son dossier. Parce qu'il y avait une aberration. Et parce qu'il y avait des arguments d'opportunité. Ce n'est pas du droit, ça c'était de l'opportunité. J'ai utilisé quand même le droit. Donc il y a des gens qui sont frustrés. Si ça vous arrive, ne retirez pas votre dossier. Écrivez votre préfet pour leur dire que non, j'ai tel niveau, c'est avéré. Je peux même faire l'équivalence. On peut faire l'équivalence avec un diplôme. On a un diplôme Bac plus 5, on fait une équivalence par une autorité universitaire. On a un niveau Bac plus 5, normalement, on ne peut plus faire. On ne doit plus faire, parce que quand on a un niveau Bac plus 5, on est exempté. Donc il faut le faire, cette équivalence. Et c'est simple, vous envoyez vos diplômes, des niveaux Bac plus 2, Bac plus 4 pour avoir l'équivalence. Pour ne pas faire la langue française. C'est quoi? Il y a écrit 8 questions. Ah, 8 questions, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Donc on va y venir. Après qu'on fait la pause, après on revient sur les questions. C'est la partie la plus intéressante, c'est la partie la plus technique et qui m'intéresse le plus, où on sera en synergie. Là, je donne un peu les éléments de fond, d'accord, et puis on va sur les questions. Donc ça, c'est la condition par rapport à la langue aussi. Et il y a des conditions par rapport à ce qu'on appelle l'entretien d'assimilation. C'est très important. J'en ai parlé la semaine dernière à la radio. L'entretien d'assimilation n'était pas formalisé. Moi, la mission qui m'a été confiée, on s'est rendu compte que le taux de rejet d'ajournement des étrangers qui demandaient la nationalité africaine francophone était très élevé par rapport à d'autres qui venaient d'autres nationalités qui n'avaient aucun rapport avec le français. Ils n'avaient vraiment aucun rapport. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un problème d'intégration. Soit on ne veut pas, soit on ne peut pas. Parfois, on ne veut pas. Il faut l'avouer. Quelqu'un qui a fait en France 20 ans, une dame qui est là que tu rencontres à Château-Rouge, qui veut me demander je veux la nationalité, Maïcho, il se peut dire que ça. Et ça, je lui dis, il y a une dame. Je lui ai fait attention, madame. Le rejet, c'est normal. Moi, je vous défends, mais c'est normal. Vous avez fait 20 ans, vous avez des enfants. Elle ne peut pas dire 3 mots collés. Elle me dit, parce que nous, on ne voulait pas, on n'aimait pas cette langue. Je lui dis, quand vous n'aimez pas la langue, il ne faut pas aimer la nationalité de la langue. Il faut, l'un va avec l'autre. Je lui dis, mais là, comment je fais? Parce que moi, je veux avoir la nationalité, je veux rentrer au pays pour l'assurance diplomatique. C'est bien l'assurance diplomatique. Les gens ont peur. Côte d'Ivoire, s'il y a des tensions, on sait bien que la diplomatie française, elle est active. Elle, c'est plutôt à ce niveau-là. C'est ça qui m'a plu. Elle ne parlait pas des minima sociaux. Quand je vais là-bas et qu'on m'embête s'il y a des tensions, au moins l'administration française va me protéger. Je lui dis, mais pour ça, il faut aller apprendre la langue française. Elle a fait, hein, mais c'était pénible. Elle l'a fait, mais c'était vraiment sur 3 ans pour avoir le niveau B1. Mais c'est normal. Parce que cette dame ne parlait pas du tout, à part des mots comme Maïcho. Elle ne parlait moi métro, mon frère, mon frère. Ça ne va pas du tout. Mais ça ne vous concerne pas globalement. Mais je veux dire que la connaissance linguistique, on ne peut plus tolérer. Ça a été formalisé maintenant. Il y a la connaissance des valeurs de la République française, je vais l'aborder un peu, la connaissance des principes qui régissent la République française, la connaissance de l'histoire de la France, de la géographie de la France et même de l'organisation administrative de la France. Vous allez me dire que maintenant ça devient un examen. Je suis d'accord avec vous. Parce que si on mettait par hasard dans le métro, on prend 100 Français, on leur fait cette test, je pense qu'au moins 99% auront 2 sur 20. Ça je peux le dire. Sur le coup, tant qu'on leur pose la question, ils n'auront pas. C'est comme moi, le bac, si on veut me faire repasser le bac, il est pas sûr que je l'aurai. Pourtant, le résultat est là. Mais les règles sur la géographie, sur les mathématiques, il va falloir que je révise longtemps, alors que j'ai plus que le niveau bac, de loin de niveau bac. Vous comprenez? Les Français, et eux aussi, ils le connaissent vaguement. C'est des choses qu'on a appris à l'école. On peut habiter l'Île-de-France sans jamais connaître le Puy du Dôme, sans jamais savoir qu'il y a des montagnes là-bas, sans jamais savoir ce que c'est que les Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est une raison pour retirer la nationalité française? On ne va pas retirer la nationalité française de mon ami Martin, parce qu'on lui dit Martin, Alpes-Maritimes, le col de Gilles, c'est où? Le col de Gilles. Le col de Gilles. Vous comprenez? Ouais, alors que, quand on est là-bas, on le connaît, nous, on connaît ici. Le principe qui prend son cours maintenant, qui s'impose, qui n'a pas été légiféré, mais qui prend sa forme, le principe de la laïcité. La laïcité va être bientôt légiférée, comme 4e principe. On ne parle que de ça. Quand on parle de voile intégral, même à l'exagération de Bourguigny,
Tout ça, pour eux, c'est la laïcité, la neutralité entre la foi, la croyance et la République. Au départ, ce n'était pas la croyance lambda de manière globale, c'était l'Église catholique. Il n'y avait pas l'islam en tant que tel ou d'autres formes de religion. Donc, il fallait faire la séparation entre l'État et l'Église catholique. Ce principe-là était un peu désuet. Ce principe revient en force à cause des tensions qu'on connaît avec, je ne sais pas comment je vais l'appeler, si c'est des islamistes, moi je sais pas, entre guillemets, les terroristes entre guillemets, à cause de ce qui se passe, c'est en fait, il y a des attentats, on voit une femme qui est moins bien payée qu'un homme, alors qu'ils font le même travail. Jusqu'à présent, je parle de la France, ça existe toujours. Donc, c'est le principe quand même. Il faut retenir que c'est le principe de l'égalité. Il ne peut pas y avoir des discriminations en fonction de l'origine, de la race, en fonction du genre, ou bien en fonction de l'orientation personnelle ou politique. Il ne peut pas y avoir. Ça, c'est le principe de l'égalité, de la liberté et de l'égalité. Et il y a le principe aussi de la fraternité. La fraternité, ça renvoie à la solidarité. Et ça veut dire que tout un chacun, en fonction de ses moyens, doit participer à l'effort national. C'est l'impôt. Si on vous demande à quoi renvoie le principe de la fraternité, pensez impôt. Ça veut dire que ceux qui gagnent plus doivent être imposés pour qu'on puisse prendre en charge les charges communes. D'une part, en fonction de vos moyens, tout le monde paye les impôts. Ceux qui ne peuvent pas payer d'impôts, même peuvent avoir un crédit d'impôt. Ça veut dire qu'on peut leur rétrocéder de l'argent, on peut leur donner des minima sociaux. Tout cela se justifie sur la base du principe de la fraternité. Ce sont les principes de la République française qu'il faut globalement retenir, en vue de l'entretien de naturalisation. Il faut aussi retenir des éléments sur l'histoire de la France, effectivement. On ne demande pas d'aller trop loin, mais il y a des éléments, des dates qu'on va vous demander. Par exemple, le 1789, ça renvoie à quoi? Ou bien le 1er mai. C'est quelle date? La date du 1er mai, ça renvoie à quoi? On va faire l'atelier en direct. Faites du travail. La date du 8 mai, ça renvoie à quoi? Hein? 8 mai. Armistice, la date du 8 mai. Très bien. La date du 11 novembre. Hein? La date du 11 novembre. Ah, en fait, c'est la fin des deux guerres. 11 novembre et le 8 1945 et le 11 novembre 1918. Ce sont les dates des fins de cette guerre-là. Deuxième guerre mondiale, très bien, la Deuxième Guerre mondiale. On va vous demander quelle est la place de la France dans l'Europe. Il faut parler par rapport à ça, la place de la France dans l'Europe. La France fait partie des pays qui ont mis en place l'Union européenne dès le départ, avec le traité de Rome de 1953. Ensuite, ce traité a été révisé. Il n'y avait pas l'Union européenne, c'était la CEE, Communauté économique européenne. Avant ça, il y avait même la communauté du charbon qui existait. Ensuite, la communauté économique européenne, ensuite l'Union européenne avec le traité d'Amsterdam. Vous n'avez pas besoin de connaître tout ça quand même. Il faut savoir que la France fait partie des pays qui ont construit le schéma de l'Union européenne. Ça, c'est très bien. Si on vous demande quelle est la place de l'Union européenne, effectivement. Et dans le monde, la France fait partie des pays aussi qui décident de la sécurité dans le monde parce qu'elle siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est très bien. C'est des éléments qu'il faut retenir dans l'entretien qui pourront être très utiles par rapport à l'histoire. On vous demande aussi sur les symboles de la France. Quel symbole de la France vous retenez? La Marianne. La Marianne qui renvoie à qui? On voit où la Marianne? Dans les mairies, les bus, on les voit aussi dans les documents administratifs. Pour ceux qui ont déjà eu un rejet de titre de séjour, une acceptation des préfectures, on voit toujours une tête. Ou bien dans les timbres, c'est la dame qu'on voit, Marianne. Et pourquoi Marianne? Marianne, vous savez que quand on fréquente les quartiers sud de Paris, c'est un nom qui est très usité, même chez les bourgeois. Au contraire de Anne-Marie. Anne-Marie qui est utilisée par eux au contraire. Non, Anne-Marie par les bourgeois, Marianne, on le voit beaucoup en Afrique et dans les quartiers moins bien développés. Il y a une histoire derrière. Parce qu'ils ont imposé ce nom, c'est comme Fatou. C'est le peuple qui a gagné. Au lieu de prendre un bijou, c'est chic, on prend Fatou. On dit c'est le peuple qui a gagné. Marianne, c'était vraiment Fatoumata, au temps des révolutionnaires. Anne-Marie, jusqu'à présent, c'est chic. Et c'était les bourgeois. C'était pour opposer le nom le plus usité par les bourgeois, Anne-Marie, au nom le plus usité par, plus ou moins, les prolétaires. Donc Marianne. Et qui fait maintenant ce symbole. Avec le chapeau pharisien qui renvoie aussi à la liberté de l'esclave libéré. À la Bastille, vous voyez, en haut, il y a la statuette, on ne peut pas y monter. Mais si on zappe sur Internet, on le verra bien que ça représente tout. Le monument Bastille, vous verrez en haut, ça représente tout ce qu'on est en train de dire. Aussi l'hymne national de la France qui s'appelle, peut-être le savoir, je ne sais pas s'il faut le savoir en amont et en aval, mais il faut savoir au moins que c'est l'hymne national. Et le drapeau tricolore, il faut savoir aussi. Influencé par Lafayette qui a donc imposé qu'on mette ce plan pour la cohésion nationale, qui renvoie à la cohésion nationale. Et aussi, ça, c'est en fait par rapport au principe, par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à la géographie. On vous demandera de citer des cours d'eau, des chaînes de montagne. Est-ce qu'on peut citer, par exemple, dans la salle, on peut citer au moins 3 cours d'eau ici?
Ah, heureusement, madame, merci la Seine, on est à Paris. La Seine, la Marne, on va le répéter pour les autres parce que c'est honnête. La Seine, la Marne, l'Ourcq, c'est un canal, je crois. Hein? Vous habitez à côté des avions, vous? Ah, mais il y a l'Ourcq, le fleuve aussi. Oui, il y a l'Ourcq qui traverse jusqu'en Allemagne. Merci, madame, il y a l'Ourcq. Oui. Et il y a aussi la Loire. Hein? Ah, elle vient de Lyon. Elle vient exprès de Lyon pour la télé. Merci beaucoup. Donc voilà. Je pense que l'idéal, c'est de penser d'abord à sa géographie proche et puis la carte de la France de manière globale. Ils vont vous demander au moins de citer 2 cours d'eau. Parce qu'ils ont des process internes. Minimum 2 cours d'eau. 2 chaînes de montagne. On a quoi comme chaîne de montagne? Les Alpes, Pyrénées, Jura, hein, le Mont Blanc, oui, effectivement. Mais bon, c'est pas une chaîne, c'est des montagnes, c'est des montagnes, effectivement. Le Mont Blanc, donc effectivement, il faut citer des... Si on le dit, on montre qu'on connaît un peu la géographie de la France. Dans le livret, il faut retenir cela, au moins retenir 2 ou 3. Et connaître le nom, il y a quelqu'un qui a été recalé parce qu'il ne connaît pas le nom ni du président, ni du maire de sa ville. Mais c'était au moment où Macron venait de passer. Il a dit Hollande. On a demandé, il dit François Hollande, oui, c'est Hollande. Alors ce n'est pas Hollande, c'était quelqu'un qui n'était pas dans l'actualité. Ça ne l'intéressait pas trop l'actualité. Il oubliait que Macron, c'est vrai que Macron, à la limite, tout le monde parlait de lui. On ne pouvait pas l'ignorer. On lui a dit carrément, on vous ajoute de 2 ans, le temps que vous appreniez l'histoire de France. Parce que vous ne connaissez pas le maire de votre ville. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, monsieur, même moi j'ai envie de vous rejeter, pas un raisonnement. C'est vrai, ils sont trop gentils. Le maire de votre ville me dit, mais ça sert à quoi le maire? C'est pas faire quoi? Je dis, vous avez la nationalité. Parce que là, vous avez un problème sérieux. C'est des cas difficiles à défendre, ce n'est pas du droit. Qu'est-ce que je vais dire? Il faut être honnête. Je vais juste dire que le monsieur va prendre le temps, il s'est engagé dans 6 mois de ramener les documents. Je lui dis, faites ça, apprenez avec des associations pour montrer que vous avez le niveau de connaissance de l'histoire de la France et surtout de votre localité. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels vous devez vous attarder. Aussi, on vous demandera, d'une part, donc on a les principes de la République française, on a la géographie, l'organisation administrative de la France. On vous demandera, par exemple, comment est organisée la France. Il y a, au niveau des institutions de la République française, il y a la présidence de la République, c'est une institution. Il y a quoi comme institution? Les gens qui gouvernent le Parlement, qui est composé par 2 chambres, qui sont le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a aussi le Conseil constitutionnel, qui est une institution. Effectivement, en fait, la présidence, c'est en tant que telle, ce n'est pas le président en tant que tel. La présidence, c'est une institution en tant que telle. Le président de la République, je ne parle pas de Macron, Emmanuel et de sa femme, mais la présidence en tant que telle forme une institution républicaine. Comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale, comme le Conseil constitutionnel, qui sont des institutions. Et comme aussi une autre institution qu'on appelle l'Ombudsman, on l'appelle maintenant le défenseur des droits. C'est tout bon. C'est une institution de la République, donc qui joue l'intermédiaire entre l'administration et les usagers. Donc ça, il faut le retenir aussi. Il faut savoir aussi que la France est organisée de manière géographique dans le cadre de la décentralisation. On compte des régions, il y a aussi des communes. C'est facile, c'est dans le livre, on peut voir le nombre de communes, mais c'est pas... Juste savoir qu'il y a le pouvoir décentralisé avec des régions et des communes. C'est ça qu'on vous demande au niveau de l'entretien d'assimilation. Aussi, on vous demandera vos points de vue sur des principes fondamentaux qui sont importants pour les Français. Que pensez-vous de l'égalité homme-femme, M. Seydoudiaye? L'égalité homme-femme, honnêtement, je ne suis pas l'agent, mais dites ce que vous pensez de l'égalité homme-femme. Vous êtes sénégalais? Vous êtes pour la polygamie? Oui. Merci pour l'honnêteté déjà. C'est pas une question de nationalité, c'est plutôt une question de sexe, je pense. La polygamie. Non, en fait, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Réellement, je pense que la polygamie, c'est un peu difficile. Parce que on ne peut pas aimer deux femmes de la même manière. De la même manière. Voilà. Et pourtant, vous êtes pour la polygamie? Oui, c'est pour, par exemple... moi j'assume. Vous l'assumez, c'est pour des raisons personnelles? Non, c'est pas parce que 2 belles femmes, c'est mieux qu'une seule belle femme. C'est ça votre argument? Non, c'est pas ça, parce que, par exemple, il y a plus de femmes dans le monde que d'hommes. Là, je pense que ça ne va pas plaire aux femmes, hein? Il faut compenser, au fait. Ouais. Est-ce que s'il y avait plus d'hommes dans le monde, vous serez pour la polyandrie? Ça veut dire qu'une femme puisse avoir deux maris? Oui, parce que les autres ils seront à la merci de tout le monde. D'accord. Oui, c'est mieux. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'égalité dans le couple, de l'homme et de la femme? L'égalité. Est-ce que chez nous, parfois, on dit que c'est l'homme qui est le chef de famille? Mais mieux encore, dans certaines législations, c'est marqué. L'homme est le chef de famille. En l'occurrence, le code de la famille du Sénégal.
Mais en contrepartie, chef de famille, ça ne veut pas dire, ça veut dire que vous prenez certaines décisions en dernier lieu, mais certaines dépenses, pratiquement toutes les dépenses, c'est vous qui devez prendre ça. Donc c'est compensé ainsi dans notre système juridique. Mais moi, je peux le croire et je l'accepte en tant que Sénégalais. Même si aujourd'hui je ne suis pas polygame, je suis zérogame pour l'instant. Je ne suis même pas monogame, moi. Mais je ne suis pas contre la polygamie du tout. Tout dépend de la réalité sociétale. Mais est-ce que j'aurais dit la même chose si je devais être postulant à la nationalité française? Je vais leur dire que, moi, en ce qui me concerne à titre personnel, suivant ma coutume, mes mœurs, je suis pour la polygamie, sa pratique qui est sociétale et culturelle et coutumière. Par contre, jamais je vais appliquer la polygamie dans un autre lieu, une autre société où c'est prohibé, comme en l'occurrence la France. Ça veut dire que je ne ferai pas de délit de bigamie. Il ne faut pas se marier 2 fois sur le même fort. Quand on dit fort, la même juridiction française. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une femme ici officiellement, avoir coutumièrement là-bas 5 femmes. Les gens, c'est ce qu'ils font. Ménage coutumier, mosquée, église. Il n'y a pas de mairie. Ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Je veux dire, ça ne va pas impacter négativement votre demande de nationalité. Mais si vous avez là-bas une djennaba au pays, mariée civilement, et si vous vous mariez avec une Fatoumata ou bien même avec une Françoise, en général, ça pose problème quand c'est une Françoise, parce qu'elle regarde bien ce qui se passe. Et elle n'est pas dans le même moule social que vous. Elle ne connaît pas ça. Et moi, je peux le comprendre. Un homme, une femme, alors si vous avez le droit d'avoir 2 femmes, qu'est-ce qui l'empêcherait, normalement, humainement, si vous êtes sur le même piédestal, d'avoir 2 maris? Ça, c'est un argument. Qu'est-ce qui devrait empêcher à une femme d'avoir 2 maris? Moi, si je devais être pour la polygamie, je serais concomitamment pour la polyandrie. Ça ne me gênerait pas si j'avais ma là-bas. La nuit, c'est pour vous, l'autre nuit, c'est pour elle, et moi, je prends la 3e nuit. Ça ne me dérangerait pas. Ouais, ça vous dérange tellement que c'est inimaginable dans la tête de beaucoup d'hommes. Donc, comprenez que sociétalement, ça peut déranger dans le fort où on est, ça veut dire ici en France. Et comme ça dérange et que mieux, c'est prohibé, il faut respecter là si vous voulez être naturalisé. Condition sine qua non. On m'a imposé à la préfecture. J'ai fait polygamie. J'ai fait polygamie limitée à 2. Oui. Mais après, ils m'ont imposé de l'enlever. Je suis allé à l'ambassade du Sénégal et je l'ai enlevé. D'accord, très bien. Et là, je suis monogame. Là, vous êtes monogame de facto. Et vous l'avez enlevé parce que vous n'avez pas répudié l'autre. Non. Donc ça veut dire que vous êtes toujours polygame dans les faits. Mais juridiquement, vous avez fait ce qu'il fallait faire. C'est bien. L'autre rien ne le justifie parce que c'est pas comment dirais-je, officiel. D'accord, d'accord, je comprends très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre bonne sincérité. Vous pouvez l'applaudir, elle a été sincère. Donc ça, c'est des valeurs, c'est des questions qu'on vous posera. Sur l'égalité homme-femme, surtout, c'est une question qui revient automatiquement. Parce qu'il y a des abus. Je parle des violences conjugales. Dans certaines coutumes, le fait que l'homme gifle la femme, c'est dans la normalité. Il faut l'avouer. Je parle de nos coutumes africaines. Ça relève de la normalité. Le fait que l'homme batte la femme et que 2 jours après, elle aille chez ses parents, ils vont lui dire « Ah, une vraie femme ne doit pas partir comme ça. Retourne chez ton mari. » On le voit dans les théâtres, c'est la même chose qui se passe dans beaucoup de sociétés. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour nous entraider, il faut qu'on soit honnête. Mais ça, au-delà de la nationalité, ça ne devrait plus exister. Vous crachez, frappez. Donc on vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Il y a des gens qui disent carrément que moi je pense que la femme doit être soumise à l'homme parce que c'est comme ça depuis le temps, ou bien dans ma religion, c'est faux. Il n'y a aucune religion, en tout cas pas l'islam, pour que les gens font référence d'Afrique de l'Ouest, ça n'existe pas. Il n'y a pas de principe qui vous le dit. Même si c'est avec ces principes-là, les principes de droit dépassent en matière de nationalité les principes de la religion. Parce que chacun peut avoir sa religion. Dans un pays, si on se fiait aux principes religieux de tout un chacun, on ne serait pas dans la laïcité. Il n'y aurait pas de vie possible. D'accord? Donc ce principe, il faut le respecter. Pour la question, on va y revenir. D'accord, je vais, pour le temps du soir. C'est sûr, si vous avez par rapport à ça, vous voulez ajouter par rapport à ça? Oui. En France, il n'y a pas certaines, comment dirais-je, comités. Il n'y a pas certaines personnes qui laissent passer pour la polygamie. Les Maouais, je passe. Des exceptions. Il y a des exceptions, mais ils sont dans d'autres régimes. Fortuna, Wallis et Mayotte, ils ont des exceptions, des régimes particuliers de droit coutumier. Effectivement, c'est une aberration. Merci pour votre intervention. J'avais fait une émission avec une sœur, Aoba d'ailleurs, Aoba qui a écrit un livre qu'elle connaît, notre ami, sur la polygamie, qui a écrit sur ça. Et je lui disais que même au niveau français, il y a un problème. Parce que comme ils veulent de ces pays qui, stratégiquement, géostratégiquement, comptent beaucoup pour la France, le fait d'avoir une base militaire dans le Pacifique, on leur permet d'avoir leur droit local quelque part. Mais ce n'est pas que dans tous ces pays, on leur permet d'avoir un système un peu particulier qui déroge de celui en métropole. C'est pourquoi on leur permet d'avoir cette dérogation par rapport au droit local. Mais vous êtes ici, si vous voulez être polygame là-bas, vous pouvez partir là-bas, c'est possible. Est-ce que eux, par exemple, s'ils viennent ici, quand ils viennent ici, ils vont le respecter en métropole. Ah oui, ils doivent respecter les lois de métropole. Ils seront polygames toujours ou bien? Non, ici, ils vont respecter les règles sur la polygamie. On appelle ça délit de bigamie. On va dire c'est 2 mariages cumulatifs en métropole, c'est pas possible. Que ce soit un Français de là-bas, ou bien un étranger, ou bien même
François Hollande, lui, il a compris. Là, avec le scooter, on va régler l'affaire. Ça, c'est notre moyen, mais ça, ce n'est pas juridique. Voilà, c'est comme vous ce que vous faites. Mais légalement, on ne peut pas être marié civilement 2 fois, ici à Métropole, d'accord? Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur ces principes-là. C'est les principes qu'on va demander et les questions qu'on va poser. On vous demandera aussi par rapport à vos points de vue et à vos convictions, des éléments concernant les approches que vous avez et les attaches que vous avez avec votre coutume de là-bas. On vous posera par exemple, combien de fois allez-vous dans votre pays d'origine? Par an. Quelqu'un qui y va, il y a des gens par rapport à leur boulot, il va pratiquement chaque 3 mois. Ça veut dire que ces gens n'ont pas un ancrage sociétal ici. L'essentiel de leur attache familiale et de leur vie familiale doit être en France. Le Code civil dit que nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas assimilé à la culture et à la coutume française. Or, quelqu'un qui passe son temps à être là-bas, qui vient ici que pour des raisons migratoires de travail, ne doit pas être naturalisé, ce qui, à mon sens, est légitime. Or, ça arrive à beaucoup d'Africains, vous le savez, dans les foyers. 2 mois après, ah, il y a la grande fête de la famille. Ah, il y a le mariage de mon cousin. Il y a la fête du village. Tout le monde, et on y va. On n'a pas. Et psychologiquement, on le croit, hein, on ne croit pas hein, ici. Ici, c'est juste une main quelque part ou bien un champ. Or, si vous l'avez conçu ici, c'est votre droit, il ne faut pas demander après le beurre, l'argent du beurre et les belles jambes de la fermière. Ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Donc, si vous voulez rester ici, il faut qu'il y ait un ancrage sociétal. Donc, les allers-retours, on peut vous repêcher sur ça. On va vous demander, c'est la question qui arrive souvent, quelle langue parlez-vous en dehors du travail? Ça, c'est une question qui paraît un peu suspecte. Parce que moi, naturellement, comme tout Sénégalais, je ne parle même pas du travail. Je suis professeur. Quand je sors de la fac, c'est off automatiquement. Alors, après, je joue avec des autres langues, des notions, mandiaque, séeréer. Ça me plaît. C'est la diversité culturelle et linguistique. C'est ce que je fais. C'est ce que j'aurais dit honnêtement. Mais ils vont poser ça pour voir si, avec ça et le fait que vous faites des allers-retours, vous n'avez pas une volonté d'intégration. C'est pour juger votre volonté d'intégration. Donc, c'est à vous de voir si vous devez dire la vérité ou bien si vous devez tricher. Il y a des gens, même au travail, ils vont essayer de parler leur langue. Ils vont même imposer aux autres leur langue. Je donne un exemple. Quand j'étais étudiant avec un ami, on avait une librairie ici à côté, dans le 18e. Et on avait 2 employés des Indiens, donc qui viennent d'Inde, et qui nous aidaient pour faire l'emballage et déballage. Et ce monsieur, pendant 10 ans, même le français, aucun mot, même l'anglais, c'était tal. Decide. Il n'y avait que ces 2 mots-là. En français, c'est bon, c'est pas bon. Il n'y a que ces 2 mots-là. Il a été régularisé à travers une demande d'asile. Mais après, pour l'accès à la nationalité française, ce monsieur avait. Le français, c'était un problème pour lui. Il n'a jamais fait l'effort, il pensait qu'il n'allait jamais en avoir besoin. Donc, effectivement, cette approche-là, c'est très important. Maintenant, on va venir sur toujours le règlement féminin de la nationalité pour parler de certains cas de figure qui peuvent arriver au cas où il y a un rejet et je vous donne la parole pour pouvoir en développer, pour avoir le temps d'aborder tout. Il peut arriver que malgré tout, qu'on rejette ou qu'on ajoute votre nationalité. L'article 44 du décret de 93 qui organise le droit à la nationalité permet à l'administration d'ajourner s'il voit qu'il y a des conditions de forme qui ne sont pas remplies ou bien certaines conditions de fond. Quand c'est des conditions carrément d'irrecevabilité, ça peut faire l'objet d'un rejet. Et même le préfet lui-même peut les relever d'office en rejetant votre demande par une irrecevabilité. Si le préfet voit que, par exemple, vous faites l'objet de délit de bigamie, vous n'avez pas assez de ressources, il peut rejeter par irrecevabilité. Mais ça peut passer. Vous passez l'entretien d'assimilation, on envoie votre dossier à Rezé. Rezé à côté de Nantes, qui s'occupe, c'est le ministère de l'Intérieur, mais qui s'occupe de tout ce qui est nationalité. Là-bas, ce qui est bien, c'est que ce sont des juristes. Ce n'est plus la préfecture, c'est des gens qui comprennent un peu comment ça marche et qui vous répondent quand vous avez des arguments. Et donc là-bas, si ça arrive et qu'ils voient qu'il y a des conditions de fond qui ne sont pas remplies, ils vont en général ajourner ou rejeter comme le veut l'article 44. Comme par exemple un étudiant qui vient de finir sa scolarité, les étudiants étrangers en général sont ajournés automatiquement. On leur dit, comme vous venez d'avoir votre diplôme, je vous conseille d'œuvrer pour votre insertion professionnelle. Quand vous aurez votre travail, vous revenez nous voir. En résumé, c'est ce que va dire le ministre. Dans 98% des cas d'étudiants qui sont ajournés, voilà ce qui est dit. Et alors que la loi a changé, l'appréhension de la loi a changé avec la circulaire du 16 octobre 2012 qui dit que ce qu'il faut retenir, c'est le processus global d'intégration professionnelle. Ça veut dire que vous pouvez être en chômage, ce n'est pas en blocage. Vous pouvez avoir un bon diplôme, vous n'avez jamais travaillé. Un étudiant, par principe, ne peut pas travailler à temps plein. Donc, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas violé la loi. Le Code du travail interdit à l'étudiant étranger de travailler à temps plein. Il ne peut pas travailler outre 964 heures par an. Ça veut dire du temps partiel, en l'occurrence 20 heures hebdomadaires. Or, le préfet va lui dire, vous ne travaillez pas assez. Est-ce que c'est sérieux? Ça veut dire que vous n'avez pas violé la loi, donc je ne peux pas vous naturaliser. C'est ce que ça veut dire. J'ai fait un recours avec un étudiant algérien, voilà, ça a marché. Je l'ai utilisé de manière anecdotique et caricaturale. Je pense qu'ils vont rigoler. Ce n'était pas la peine d'aller loin. Je dis, voilà, vous me dites, je n'ai pas travaillé assez.
Or, la loi, le code du travail, le code des étrangers m'interdit de travailler outre 20 heures hebdomadaires. Donc, vous m'imposez de violer la loi. Qu'est-ce que je dois faire? C'était un recours court. On lui a écrit pour lui demander des documents complémentaires sur son diplôme, sur son nouveau contrat, et il l'a eu. On a eu gain de cause. D'ailleurs, il est revenu très content avec mon costume, je suis vraiment content, parce que j'avais des missions que je ne pouvais pas occuper si je ne suis pas français. À un certain niveau, il y a des prohibitions. J'ai une étudiante malienne aussi qui travaille à Cherbourg, dans le nucléaire, et qui, à cause de la nationalité, ne pouvait pas avoir une bonne promotion. On l'a refusé la nationalité parce qu'elle venait d'avoir son diplôme. Mais c'est insensé. Heureusement, on a utilisé le même argument et ça a marché. Elle allait apporter une plus-value à la France. Elle me disait, si ça ne marche pas, je vais au Canada. J'ai des offres là-bas. J'ai utilisé ça et toutes les offres pour leur dire que voilà un potentiel francophone dont la France a besoin. Et là, vous fatiguez les gens pour rien du tout. Donc, pour les étudiants étrangers qui sont dans la salle, sachez que pour votre demande de naturalisation, n'attendez pas. Dès le master, c'est un facteur d'intégration. L'étranger doit prouver qu'il s'est intégré et qu'il a des chances d'accès au marché de l'emploi et d'y rester. Un master 2 remplit ces conditions. Pour d'autres, on va leur demander la référence de 12 mois. Pour vous, ça n'est pas le cas. D'autant plus qu'il y a une circulaire qui l'a dit formellement, la circulaire du 16 octobre 2012, pour ce qui vous concerne. D'accord? Donc ça, ce sont les éléments. En dernier lieu, sachez qu'au-delà de la nationalité, il y a d'autres formes pour acquérir la citoyenneté française. Je donne un exemple. C'est une étudiante qui était venue me voir. L'étudiante en LAP, on lui a donné une obligation de quitter le territoire français. Elle a eu son master, une APS, après elle a pu trouver des solutions. Avant, on ne pouvait faire le changement de statut d'étudiant qu'un salarié. Il n'y avait pas, avec la loi du 22 juillet 2013, avant ça, il n'y avait pas la possibilité de faire un changement de statut d'étudiant à indépendant, entrepreneur, profession libérale ou commerçant. Si vous n'avez pas de contrat de travail, il faut rentrer au pays majoritaire. Sinon, si vous restez là, vous êtes dans l'illégalité. C'est ce qui lui est arrivé, elle est venue en larmes, alors qu'elle avait un bon potentiel et elle était soutien de famille. Et je vois ces documents pour voir ce qu'on peut faire. Et je vois que sa mère est née dans une commune française, Rufisque, d'une mère qui est elle-même née. Ça veut dire que cette fille était française sans le savoir. Je lui dis que vous n'êtes pas dans un processus de réintégration. Vous êtes française, certes, sans le savoir. Si vous êtes né sur une commune française d'un parent qui est lui-même né, vous êtes de facto français. Je dis une commune. Il y avait des départements d'outre-mer. Dans ces cas-là, vous souffrez de l'effet collectif de l'indépendance. On a demandé l'indépendance, tout le monde perd sa nationalité française, sauf ceux qui n'étaient pas sur le territoire. Il m'est arrivé un autre monsieur que j'ai aidé à Marseille, je fais une conférence, il me parle comme ça, il ne croyait même pas. Il me dit, mon père était ici à Marseille en temps, même, je dis, quelle période? Il me dit, il est là entre 58 jusqu'à 62, après 10 ans après. Je lui dis, votre père est français. Il me dit, ah non, je lui dis, non, il est français. Parce que le Sénégal était un territoire français. Votre père, au moment de l'indépendance, était hors de ce territoire français. Il a conservé sa nationalité parce qu'il n'a pas souffert de l'effet collectif de l'indépendance. Du fait qu'il est français, il va essayer d'avoir son certificat de nationalité française. Et comme il ne l'a jamais perdu, tous ses enfants sont français. Ce qu'on a fait en saisissant le tribunal administratif du premier arrondissement de Paris, et on a recouvré la nationalité française du père et par ricochet de toute la famille. Pour l'étudiante, c'était pareil. Née d'une mère qui est née elle-même d'une française. La mère était française, la mère de la mère était française. Donc elle, au lieu de faire un recours, on a plutôt eu son certificat de nationalité française. Le recours, on l'avait quand même fait pour les questions de formalité. Elle est revenue en dansant dans mon bureau. Elle est revenue en dansant. Et donc pour dire que retenez que ce sont des possibilités. Si vous voyez des documents de personnes nées avant 1960, les périodes des indépendances de vos parents, sur un territoire francophone, essayez de voir ce qu'on peut avoir. En général, c'est marqué Afrique équatoriale française ou bien Afrique occidentale française. Ce sont des actes de naissance, ce sont des documents français. Si vous êtes enfant de ces personnes-là et que vous êtes né peut-être en 1959, ça peut vous concerner. La nationalité est à votre portée. Si vous êtes né après, vérifiez si votre parent a été là-bas pendant la nationalité ou bien si votre parent habitait dans une commune. Par exemple, je donne l'exemple du Sénégal. Quelqu'un qui habitait Kaolack, qui était territoire d'outre-mer, alors que c'est dans le Sénégal, n'avait pas les mêmes droits que quelqu'un qui est né à Saint-Louis, qui était commune française, ou Dakar, ou Rufisque, ou Gorée. Il y a pas mal de gens qui ont ces documents-là qui ne l'exploitent pas. Il faudra être très vigilant. Ces paperasses-là, les consulats ne vont pas vous le dire. À Saint-Louis, pratiquement la moitié des gens sont concernés. Je vais là-bas, j'en ai parlé, la moitié des gens à Saint-Louis sont concernés. Ils voient les documents. Au contraire, c'est même des gadgets, des cadeaux. Ah, regarde, c'était la naissance. Oh, eux-mêmes, ils peuvent être concernés. Il y a au consulat à Saint-Louis. Pourquoi pas une conférence comme ça, des consulats pour dire aux gens quels sont l'étendue de leurs droits? Mais ce n'est pas le rôle du consulat français. C'est le rôle des autorités locales. Mais ces autorités ne le font pas, parce que ça ne fait pas partie de leur priorité. Moi, en tant que juriste, en tant que Sénégalais,
Quand on me dit charité bien ordonnée commence par soi, je suis parti dans mon pays bénévolement pour dire à mes autorités, vous devez faire ça, pour défendre les intérêts de nos compatriotes. Par rapport d'abord au droit de séjour et au rapatriement. On a signé une convention du 26 septembre 2006, du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal, signée par d'autres pays et qui facilite l'éloignement des étrangers assez facilement en contrepartie de 2,5 millions d'euros. Ces conventions-là, il faut les revoir. Signées par Ousmane Ngom, qui était notre ministre de l'Intérieur, et Nicolas Sarkozy, qui était le ministre de l'Intérieur en France. Et ces conventions ont été reproduites dans plusieurs pays. Il faut les revoir. Et aussi pour la naturalisation, je dis pourquoi ne faites pas comment on appelle des genres d'ateliers itinérants avec des spécialistes comme moi ou d'autres pour dire dans les villes où c'est des communes, il y a pas mal de gens qui sont français, comment faire pour recouvrir la nationalité avant qu'il ne soit tard. Parce que bientôt cette génération va disparaître. Ils attendent, on n'a plus besoin de la loi Pasqua. Le blocage c'est la loi Pasqua, maintenant l'autre blocage c'est le temps. Le grand-père ne sera plus là, et la maman peut-être ne sera plus là, et finalement, de facto, on ne pourra plus en bénéficier. Et donc moi, ça me préoccupe, pas pour moi, mais pour ses frères et sœurs qui pourraient en bénéficier, qui tirent le diable par la queue pour avoir des séjours avec qui sont français sans le savoir. Et à ce niveau-là, il faut que l'information passe. Et si vous avez ces documents, voyez un spécialiste de la question, comme moi, c'est des questions qui me passionnent, et je vous donnerai toutes les réponses qu'il faut. Et je vais commencer par aujourd'hui à répondre à vos questions. Et à ceci, je vous remercie pour votre attention. Merci. N'hésitez pas, les personnes qui souhaitent un verre d'eau, évidemment, pour partir en intervention. Je vous rappelle que le but aussi ce soir, c'est d'être généreux entre nous et se soutenir les uns les autres. Et surtout, soutenir les jeunes qui ont besoin de nous, les jeunes sur le continent, les enfants qui ont besoin de votre générosité, de votre don. Ils ont droit à l'éducation. Donc, le but, c'est de réunir des fonds et leur apporter du matériel scolaire. Voilà pour la petite parenthèse. On passe donc aux questions. N'hésitez pas à lever la main aussi pour que je puisse circuler. Je pense que tu peux enchaîner juste avec le défilé. Ils peuvent se préparer comme ça dès qu'on finit. Les Kumba et Gansiri et Mama est là. Mama Bari est là. Voilà, vous pouvez venir là-bas pour préparer. Comme ça dès qu'on enchaîne. En fait, l'exposition après, voilà, c'est sur l'élégance africaine. On s'est dit que l'intégration, c'est respecter les devoirs du pays d'accueil. Mais l'intégration, c'est aussi apporter quelque chose d'une plus-value. Ce n'est pas de l'acculturation. L'acculturation, c'est un sourire. Est-ce que ça, ce n'est pas beau? C'est tous des étudiants et des filles qui vivent ici en France, qui ont porté des habits du Cameroun, du Ghana, du Sénégal, du Mali. Là aussi, pareil, c'est de l'élégance, fait par Guénava, le tableau. Donc, effectivement, je pense qu'on peut s'intégrer en apportant une plus-value culturelle, en respectant les règles du pays d'accueil. Voilà. Donc, nous remercions tous ceux qui sont là. Maître Gomis, vous pouvez vous lever. En attendant, vous pouvez venir, je vous présente ici pour moi. Applaudissez Maître Gomis pour voir qui il est. Tout à l'heure, vous allez pouvoir apprécier de très proche. Qui a fait donc ça, c'est Paul. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous restez là comme ça, on va poser la question aussi. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour mettre ça, de Paul? Oui. Vous avez tiré où l'inspiration? Chez les Diola. Chez les Diola. Ouais, je suis née en Casamance et j'ai grandi en Casamance, donc ça m'a inspiré. J'avais des voisins Peul et en même temps Diola. Et ça aussi, ça rappelle un peu Manjak. Je suis Manjak. Et voilà, c'est pour ça que je me suis habillée comme ça. Et là, j'ai des copines camerounaises qui m'ont inspirée aussi. Cameroun, très bien. Et il y a Kumba. Kumba est dans la salle. Kumba qui vient de Lyon pour nous exposer ça. Mais sinon, il y a Maman. Maman, vos photos sont un peu plus loin, mais vous allez nous expliquer. Vous êtes quelque part ici, je pense. Oui, vous êtes là-bas, Maman, au fond. Maman Bari, c'est les trois dernières. Maman Bari, aussi étudiante. Alors, vous avez tiré l'inspiration chez les Peuls. Le micro. Chez les Peuls. Oui, chez les Peuls. Est-ce que vous avez l'habitude de défiler? De temps en temps, avec des associations. Et des associations. Et vous, Maître Gomis? Non. Ce qui m'a plu, c'est qu'elle a fait un effort pour la cause. Je sais que ce n'était pas la cause, elle n'allait pas faire ça. Comme la cause, c'est de récolter quelque chose pour le droit à l'éducation. Et pareil pour Gansiri qui est en train de se préparer. Et donc, frère, vraiment, je les remercie. Il y a Nampoli aussi, Nampoli qui doit venir. Et Victoria. Ou Vico. En fait, je le dis, je tiens à les remercier parce que la gratitude, c'est important. Ils n'avaient pas le temps. Mais ils savent qu'en général, je ne me mêle pas dans des choses qui ne sont pas sérieuses ou bien cohérentes. Ils ont répondu automatiquement. Bonsoir, Mounas Johnson. Merci. Donc, Mounas Johnson, le chanteur qui va nous faire la musique. Mounas, bienvenue parmi nous.
On peut quand même applaudir à Lutal parce que c'est quand même lui le photographe hein, à l'œuvre, évidemment. Mais moi, c'est pour rien. Je préfère qu'on les applaudisse parce que c'est elles vraiment qui ont accepté. Parce que c'est pas facile, hein. Vraiment, c'est pas facile. Koumba, tu peux venir aussi, qui vient de Lyon. Elle vient de Lyon exprès pour leur faire une conférence, des conférences. Et j'ai gardé de bons contacts quand je leur ai demandé spontanément, elles m'ont dit oui. Et je vois Mademoiselle Diop de Lyon aussi. Merci beaucoup. Et voilà, merci de venir de Lyon. Merci beaucoup. Alors, je pense que j'aurais plutôt te laisser peut-être faire ça si tu... Si... Parfait. Pour juste vous présenter, c'est que vous faites les présenter aussi. Si vous avez espéré. Alors bonjour, moi je m'appelle Martine Lampeli-Gomis, donc je suis étudiante en soins infirmiers. Et voilà. Et l'inspiration L'inspiration, c'est le Cameroun. Voilà, Martine là-bas, Cameroun, voilà, à côté de Damas. Voilà. Donc voilà, j'ai une amie à moi, sa grand-mère, elle fait elle-même les habits. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me prêter, donc voilà. Impeccable. Ah, je suis chef de projet au ministère des Affaires étrangères depuis 2 ans. Voilà. Et votre inspiration, j'ai bien aimé aussi parce que Victoria est venue vraiment en mode décidé, avec le chapeau là, je ne sais pas d'où l'inspiration vient, et ça m'a beaucoup marqué, avec les pagnes aussi. Oui, c'est une signare sénégalaise. Donc ce mélange là qui fait une bonne symbiose, et vraiment le rendu est trop beau, avec aussi l'éventail là qui fait vraiment la noblesse au temps des colons. C'est ça. Voilà. Vous êtes contre la colonisation, j'espère? Ah, d'accord. Alors ma maman, Koumba de Lyon. Alors, Koumba, votre inspiration m'a beaucoup aimé aussi. Koumba est là. Donc voilà. Vous êtes inspiré avec les pointillés, oui. Bonsoir tout le monde, c'est Mme Koumba Faye, je suis étudiante en licence de géographie à Lyon 2. Bah, moi, j'ai fait un peu maquillage ethnique. Sur l'inspiration. Ouais, je fais n'importe quoi. Et je me rappelle, ils l'ont fait avec d'autres qui n'ont pas pu venir carrément. Quelque chose de technique inspiré sur des ethnies africaines et c'est très bien. C'est ça, pour faire un truc bien coloré. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je vous demande de les applaudir. Vous comprenez? Nous, c'est à la fois la maman, papa, parfois même c'est le voisin du village, parfois ça peut être le voisin du voisin, et tout le village c'est la famille. Même le cousin peut devenir ou bien le voisin peut devenir un membre de la famille. Pour votre maman, vous ne pouvez pas passer par ce procédé. Par contre, votre maman, vous avez dit des motifs, elle est âgée. Il ne faut pas utiliser ce motif-là. Il ne faut pas non plus utiliser le motif médical si votre maman ne souffre pas d'une grave pathologie. Il ne faut pas utiliser le motif médical. Ils vont vous dire de faire de l'évacuation sanitaire, ça coûte de l'argent. Vous comprenez? Vous avez 2 procédés. Soit votre maman est dans l'isolement familial, si le papa n'est pas là-bas. Si elle est seule, vous pensez qu'elle n'est pas avec la fratrie, vous pouvez la faire venir. Dans le cadre du droit et du vie familiale normale, elle fait partie de votre vie. Vous utilisez l'article L313, 11 7e du Code des étrangers. Et le pendant, au niveau communautaire, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, vous permet de faire venir votre mère. Vous faites la demande de visa long séjour. Depuis là-bas, avec ces arguments, vous écrivez ces arguments, vous l'envoyez, vous remplissez le formulaire ici et vous l'envoyez là-bas, d'accord? Mais le mieux encore, on ne peut pas vous refuser. Est-ce que vous prenez en charge votre mère? Financièrement, qui prend en charge votre mère? Ah, c'est pas bien ça par contre. Il ne faut pas laisser se débrouiller tout seul. Ouais, ben moi, financièrement. Ouais, c'est ça que je dis. Ah, d'accord, vous l'aidez. Voilà. Je dis qui l'aide financièrement. Oui, ah oui, c'est ça. Apparemment, c'est vous qui l'aidez financièrement à titre principal. En tant qu'ascendant d'un ressortissant français pris en charge par celui-ci, elle a droit, de plein droit, d'un titre de séjour de 10 ans. Ça veut dire que le visa long séjour, visa type B, il ne faut pas demander visa type C. Ils vont savoir, ils ne vont pas vous le dire. Ils vont refuser parce qu'ils vont se dire que vous demandez des visas touristiques, sachant que votre mère va rester en France, probablement. Ce qui fait beaucoup de refus. Les gens se trompent sur le type de visa qu'ils doivent demander. Vous pouvez le faire d'ici. Vous téléchargez le formulaire. Vous voyez quelqu'un qui connaît comme moi, pas forcément moi, je ne fais pas ma publicité. Mais après, s'il y a des clients qui viennent, c'est tant mieux. Mais il y a d'autres personnes qui savent le faire. Mais moi, je sais bien le faire. C'est pourquoi je vous le dis aussi. Hein. Donc, si ça vous intéresse effectivement qu'on vous accompagne, sinon vous pouvez le faire seul aussi. Mais pour optimiser les chances de réussite et minimiser les chances d'échec, ce que je vous conseille effectivement, c'est de vous faire accompagner. Mais dans un premier temps, sachez que vous en avez droit. Démontrez que c'est vous qui prenez en charge votre mère, qu'elle est seule là-bas, et que vous faites le formulaire, vous l'envoyez là-bas, tout, vous le préparez ici. Vous demandez un visa type D long séjour, en tant qu'ascendant de ressortissant français, pris en charge par celui-ci. On ne peut pas lui refuser le visa. D'accord? C'est la voie la plus rapide et la plus plausible que l'autre où l'administration a un pouvoir discrétionnaire. L'administration peut dire oui ou non. Là, elle ne peut pas dire non si vous démontrez que vous prenez en charge votre mère.
Tout à l'heure, je vous ai posé la question, vous avez dit elle se débrouille toute seule. Si c'est un fait, plus ou moins, il ne faut pas faire tout de suite la demande. Prenez le temps de pouvoir démontrer pendant 12 mois que vous envoyez assez souvent de l'argent chaque mois. Si vous l'envoyez 50 € une fois par 6 mois, vous ne la prenez pas en charge. Vous comprenez? Ça veut dire vraiment elle se débrouille toute seule. Et on va dire qu'elle peut continuer à se débrouiller toute seule. Donc vous comprenez? Préparez le terrain en gardant les traces des envois. Des ordonnances, des médicaments que vous achetez, vous l'envoyez avec ça, on ne peut pas vous le refuser, d'accord? En cas de besoin, vous avez mon numéro, après je le donnerai, d'accord? Impeccable. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mademoiselle Koulibaly Korotoumou. Et puis, en fait, je voulais vous exposer un cas. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. On est tous nés en France. Et puis, j'ai mon frère qui est né, qui est âgé de 23 ans. Et on a toutes les trois la nationalité française, sauf lui. Sauf lui. Il est né là-bas ou ici? Non, il est né ici aussi. Il est né ici, d'accord. Ouais, il a été une fois en Afrique, au Mali. Et en fait, il n'a pas de titre d'identité. Depuis l'âge de 17 ans, il y a l'État français qui lui refuse sa nationalité française parce qu'ils disent qu'ils ne le considèrent pas comme français, qu'il n'a aucun justificatif de sa nationalité. On a fait toutes les démarches pour obtenir un certificat de nationalité française, puisque toutes les trois on l'a fait. Mes soeurs et moi on l'a obtenu, mais lui refuse de lui donner parce que sous prétexte que... Excusez-moi, Doman, il y a une chaise là. Oui. Sous prétexte qu'il ne peut pas justifier sa nationalité. Donc on a bien... Enfin, on l'a parcouru, on leur a bien dit que toutes les trois on avait la nationalité française. Très bien. Mais pour lui, vraiment, il est en 1995 et ça passe pas. Très bien. Il faut savoir que moi j'ai obtenu le certificat de nationalité française par mon père qui est né au Mali en 1935. Très bien. Et voilà. Bon, maintenant, et vous êtes du même père? Mais oui, même père, même mère. Vraiment vrai ou sur les papiers? Mais non, c'est 100%. Parce que ça arrive qu'on soit même père, que ce soit le fils du frère de votre père et que finalement il a pris avec le bazar. Heureusement pour nous, notre papa n'a pas été polygame. Il a eu qu'une seule femme. D'accord. Voilà. Ok, impeccable. Donc là, il y a un dysfonctionnement administratif, il y a un problème. Par contre, je vais poser la question. Est-ce que votre frère s'est absenté du territoire? Absolument pas. Et pour revenir? Non, à aucun moment. Est-ce qu'à sa naissance, il a été déclaré ici? Oui, la certificat de nationalité, l'acte de naissance. Il est né ici de votre père? Oui, d'accord. Ici sur Orange. Très bien. Donc là, il y a un dysfonctionnement, ce problème peut être réglé. Parce que c'est le Code civil qui le dit, article 18 et souvent. Quand on est né d'un ressortissant français et que cet acte a été enregistré ici en France ou dans un pays suivant les formes, comme je le disais, usitées dans ce pays d'origine, et que la nationalité du père a été acquise pendant la minorité de l'enfant, la filiation acquise pendant la minorité de l'enfant, votre frère est français, on ne peut pas y revenir, il est français. Tout autre problème est un dysfonctionnement, donc il faut repartir à zéro pour réclamer son certificat de nationalité française avec ces arguments-là. Parce que si vous le réclamez avec d'autres arguments, ils vont vous dire non, vous pensez qu'il y a un abus, alors que vous n'êtes pas sur la bonne trajectoire. Vous comprenez? La bonne trajectoire, c'est de démontrer que votre père était français à sa naissance. Non? Mon père, mais il a acquis plus tard. Non, il n'a pas. Non, il n'a pas la nationalité française. Votre père n'a pas la nationalité française? Non, il a le titre de séjour. Mais il n'a pas la nationalité française. Mais moi, par contre, quand je vais demander le certificat de nationalité française, ils m'ont dit que mon père était français, donc automatiquement. D'accord, d'accord. En fait, parce qu'il était dans un territoire. Voilà. Vous êtes parti où chercher le certificat de nationalité française pour votre père? Vous êtes parti où? Dans quelle administration? Quelle administration vous l'a refusé? Le tribunal d'instance. Le tribunal d'instance qui l'a refusé. D'accord. Et en plus, maintenant, il oriente vers le tribunal de grande instance. De grande instance, oui, effectivement. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, en fait, comme votre père n'était pas français, il ne peut pas l'acquérir sur l'affiliation. Ce que j'avais dit, c'est dans l'hypothèse où votre père était français au moment de sa naissance. Oui. Il n'est pas français, il ne l'a pas été. Il a été antérieurement du fait de sa naissance et de sa résidence sur son territoire français. Mais votre frère, il est né ici. Oui. Mais moi, il n'y a pas longtemps, dans le même cas de figure, une dame centrafricaine, née en Centrafrique, sa fille qui est ici, qui a même failli venir, on a passé par ce même procédé. Elle est née ici d'un parent qui est né sur un territoire français, comme je l'ai dit. Votre frère est français sous ce titre-là. C'est l'argument-là qu'il faut utiliser. Comme vous, c'est le même argument qui fait qu'on vous l'a donné. On ne vous l'a pas donné parce que vous l'avez acquise de votre père, parce qu'il ne l'a pas. On l'a donné parce que votre père, en 1935, était né sur un territoire français, et que vous êtes né sur un territoire français. Effectivement, avant c'était l'article 53 du Code de la nationalité.
D'accord. Donc automatiquement, vous avez ce droit-là. D'accord? Maintenant, après, si vous voulez, effectivement, donc, avec les là-bas, on se bat pour recommencer tout à zéro. Parce qu'après, il faut purger. Quand un dossier est saturé et que vous avez fait trop de choses, il faut purger pour donner à l'administration les arguments qu'elle veut. Il faut être pragmatique. Voilà l'argument le plus plausible, le chemin le plus court pour avancer que je veux, j'en prends ce chemin. D'accord? Et c'est un problème qu'on peut résoudre. Ça peut être un défi de 2019, d'accord? Comme ça, quand on se reverra en 2020 ici, on dira que le problème a été réglé. Moi, je suis pour les défis. Mais il faut que la voiture ait un peu d'essence pour qu'elle roule. Dès qu'il y a de l'essence, je fonce. Oui, parce que ça fait depuis presque 6 ans. C'est bon? Merci. Parfait, d'accord. Je disais qu'il faut que la voiture ait de l'essence par contre. Vous ne l'avez pas entendu, hein? J'annonce à l'UTAL, et je vous l'annonce par ailleurs, qu'on avait fait des missions avec une jeune fille, Julie, congolaise, qui a des problèmes de santé très graves. Donc un cas sur 23 millions. Et du coup, elle est bloquée en France. Et du coup, elle a demandé ce regroupement familial. Tu te souviens, à l'UTAL? Oui, je me rappelle très bien. Oui, je me rappelle très bien. Eh bien, parce qu'elle était partie dans la mauvaise direction, elle a perdu beaucoup d'années. Et j'ai reçu un SMS, j'ai oublié de t'en parler, il y a quelques semaines. Donc Julie va pouvoir voir sa mère durant 2 mois en France. Elle va venir puisqu'elle a eu droit à ce regroupement-là. Voilà. Ah, c'est très bien. Il faut bien faire attention justement à la direction dans laquelle vous partez. Et félicitations pour avoir mené ce combat, parce que vous l'avez fait bénévolement. Vous êtes engagé pour voir quelle personnalité peut aider cette personne, et ça, on doit le faire. Ça, ce n'est pas du travail, c'est de l'engagement. Au-delà de son travail, on peut donner un peu. Pour des cas humains comme ça, si on ne fait rien, on a un problème. Il y a des cas où ce n'est pas du travail, il faut le faire. Et donc, effectivement, quand ça arrive, au-delà de mon travail, qu'il y ait des cas, je ne veux pas des cas sociaux, cas humains, moi, je peux m'engager bénévolement. Parce que ça, c'est notre engagement, on doit le faire. Et à mon niveau, je le fais, je pense que tout un chacun devrait le faire à son niveau. On peut tous être utile quelque part, comme aujourd'hui, tout le monde est bénévole. Tout le monde est bénévole, ce n'est pas une manifestation où il y a des subventions, non. Quelque chose à acheter, c'est des bénévoles. Les travaux, c'est des bénévoles, on doit le faire de temps en temps. Ces ateliers-là, on peut le faire. Même pour les professionnels qui donnent, quand on montre sa compétence, ça peut toujours être un retour d'ascenseur. Quand les gens savent que vous savez quelque chose, au jour où j'ai besoin de conseils, je viendrai. Donc, ce n'est même pas une perte de temps pour nous. Donc, effectivement, on peut le réitérer. S'il y a d'autres associations qui veulent faire la même chose dans d'autres villes, on est disposé. Merci à Joséphine Manga, chanteuse, et merci à Gansiri Sako, chanteuse aussi. Merci beaucoup à notre sœur aussi, Mounaz Johnson. Merci encore à tout le monde d'avoir participé. Ceci n'est qu'un premier jet. L'idée et le souhait, c'est qu'avec d'autres associations, on soit en synergie. L'association L'Ambassadrice, Naïma Mogir, ma sœur qui est là,
Il y a eu un peu de retard avec le transport. Merci. On aura l'occasion de nous voir ensemble avec Awa. Merci Awa pour FAPO. Nous vous remercions. Merci à Ndiemela. Merci à mon ami aussi qui m'aide depuis longtemps, qui est mon ami Violette, qui est là, fidèle dans l'amitié depuis toujours, qui représente la communauté chinoise aussi, avec qui vraiment elle fait beaucoup de choses pour leur intégration. Je te remercie d'être venu et de continuer le travail que tu fais, aussi bien pour l'interprétariat. Docteur S. Lettre, qui est venu ici aussi et qui nous participe à chaque fois qu'on est là. On va essayer ensemble de voir toutes les communautés comoriennes, maghrébines, africaines, noires et chinoises, comment on peut ensemble mettre en place un projet dans ce genre-là, avec une dimension beaucoup plus grande, avec toujours, comme je l'aime, l'aspect utile et agréable. Utile le fond, l'agréable, un peu de collation, un peu de musique. On va y travailler ensemble, je vous envoie des SMS. Ceux qui peuvent bénévolement veulent venir rejoindre l'aventure, on va faire une réunion pour le paramétrer, peut-être d'ici l'été prochain. À la fois tout ce qui est question de droits des étrangers, d'intégration, même d'autres questions concernant les baux. Les baux, on a parfois beaucoup d'injustices, les discriminations à l'embauche, on va les traiter, mais de manière positive. Et à côté, on va effectivement donc faire un peu d'agréable, la culture arabe, la culture noire, la culture française, la culture latine. Alors Néma, un mot, comme vous êtes venu pour parler de votre association. Merci beaucoup, Maître Alio, merci à vous toutes et tous. C'est un plaisir de vous rencontrer.
Elle vous apporte la joie, le bonheur et la régularisation de la situation toutes et tous. Je suis navrée pour des raisons de circulation. Je suis arrivée un petit peu en retard avec la délégation maghrébine, comme vous dites. Les Marocains, l'Afrique du Nord, nous sommes tous africains, nous sommes tous tout simplement les enfants de la terre, les enfants du monde. Et n'oubliez pas, quelle que soit votre situation, l'homme a toujours été nomade. N'oubliez jamais ça. La terre nous appartient et nous devons investir et s'investir ici et là-bas. Voilà. Et vous pouvez compter sur nous et sur Maître Aliou Marie. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et merci aussi à ma soeur, Madame Soudiaï. Comme quoi, elle fut ma cliente en 2009. Elle là, c'est ma soeur. C'est ma soeur, c'est ma tante, c'est ma tout fidèle. Elle nous a fait des samoussas. Elle nous a fait des croissants salés. Je vous remercie de l'applaudir, Madame Soudiaï. Alimat Soudiaï, merci beaucoup. Merci à Zéléphine Manga pour la voix et pour l'assistance. Merci à Grand Siri aussi, pareil, qui est là, à l'enfant pour défiler, pour chanter. Merci à vous, parce que vous le valez bien. Ce n'est pas des l'horaire, c'est nouvelle. Merci à vous. Allez, merci à Maître Gomis qui a été là derrière la force silencieuse dès le départ, à tout canaliser, à me rappeler à l'ordre, à me montrer ce qu'il faut faire et à se proposer bénévolement. Le bénévolat pour nous amener là. Quelles sont vos impressions par rapport à cet événement? Franchement, c'est que du bonheur de voir toute une communauté rassemblée et un homme comme Aliou Khan qui vient ici bénévolement pour aider ses frères et ses sœurs à la naturalisation. Donc moi, c'est une action que je soutiens. Donc le développement en fait de l'Afrique et l'aide envers ses frères et ses sœurs doit commencer par soi-même. Une petite action peut aider l'autre. Donc je salue vraiment cette action et j'espère que cette association ira de l'avant par la grâce de Dieu. Et en plus, je vais faire une petite transition.
Je ne savais pas que vous avez vraiment un si beau talent d'artiste. Et aussi de mannequin. Merci beaucoup. C'est vrai, oui. Vos commentaires? Je suis chanteuse, voilà, je suis dans un groupe de gospel et je fais aussi une chorale sénégalaise à Paris. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir nous voir en concert, ce serait bien. Parce que aussi c'est une association avant tout et on est de la communauté entre nous. D'accord. Voilà. Au-delà de la culture et de l'art, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis étudiante en Master 2, en transport et logistique et je suis en alternance également, donc je travaille voilà, activement. Merci Joséphine. Merci beaucoup.